Le mois d'octobre est consacré comme le mois dédié à la lutte contre les cancers du sein. Nous, cette équipe de santé et population, on a fait une descente sur le terrain pour parler en long et en large de cette maladie qui ronge un peu la société congolaise et ailleurs aussi. Mais nous, on a fait une descente, comme je l'ai dit tantôt, pour parler en long et en large avec des spécialistes. Et surtout, il y a une femme qui s'occupe également de la sensibilisation pour sensibiliser les femmes concernant cette maladie, les cancers du sein. On en parle en long et large tout à l'heure avec mes invités. Alors, je vais présenter mes invités. Sur ce plateau, il y a le docteur Jésual. Je crois que je n'ai pas massacré son nom. Jésual Lotoy et aussi Madame Aurore Mpuela. C'est avec eux que nous allons s'entretenir pendant quelques minutes sur cette maladie, les cancers du sein. Madame, docteur Jésual, bonjour. Bonjour. Comment vous allez, docteur? Ça va très bien. Bonsoir, madame. Bonsoir. Ça va? Alors, sentez-vous à l'aise, hein, vous êtes du domaine et surtout que c'est la santé et population. Alors, monsieur Lotoy, depuis que vous avez commencé à lutter contre cette maladie, quelles sont les retombées? Bon, c'est vrai qu'il reste encore beaucoup à faire. Et déjà, il y a des difficultés inhérentes à l'appréhension de la population face à cette maladie. Le long séjour hospitalier, l'errance même médicale en général, des populations qui passent d'hôpital en hôpital et puis même le recours à la médecine alternative, notamment la médecine traditionnelle et tout. Et souvent quand les patients nous arrivent, c'est lorsque c'est déjà bien tard et ça crée vraiment un poids pour la prise en charge des patients du cancer de sein. Alors, il y a d'autres personnes qui disent que la maladie, elle tue d'une manière silencieuse. Est-ce que les femmes sont suffisamment informées de cette maladie? Ben, suffisamment informées, je dirais non. Mais en fait, il y a plus un problème aussi de peur. Parce que rien qu'à entendre le mot cancer, ça développe tellement une crainte que beaucoup de gens préféraient même ne pas savoir qu'ils en souffrent et même nier l'évidence devant un diagnostic bien posé plutôt que de se faire prendre en charge convenablement. Est-ce qu'on peut dire connaître les causes de cette maladie? Oui, en fait, il y a plusieurs causes. On dirait, en termes de cancer, on ne parle pas plus de causes, mais des facteurs de risque, en fait. Oui, il y a des facteurs qui concourent au développement de cette maladie. Et parmi ces facteurs, certains sont environnementaux et d'autres sont purement constitutionnels, donc ce qu'on appelle les facteurs génétiques. Et bon, ils sont légion, hein. Je peux en citer comme ça, deux, trois, tels que chez des femmes par exemple qui ont une puberté précoce, et puis chez des femmes qui voient leurs règles jusqu'un peu plus tard, qui rentrent en ménopause tardive, ce sont des facteurs favorisants. Et parmi il y a ce qu'on appelle les polluants, les toxiques environnementaux. Il y a beaucoup de polluants tels que les sels d'aluminium qui sont les constituants de certains déodorants qui favorisent aussi cela. Et bon, après c'est un peu la finesse de la médecine, hein, des modifications génétiques et tout, et des prédispositions, allais-je dire génétiques, qui expliquent que chez certaines personnes ont des gènes qui les prédestinent à faire cette maladie-là. Et voilà, quand vous parlez des gènes, donc ça peut se transmettre de la mère à sa fille? Oui, les cancers ont très souvent une histoire familiale. C'est-à-dire, lorsque vous avez un membre de famille qui a déjà présenté la maladie, il y a souvent un risque chez les autres membres, d'où vraiment l'intérêt du dépistage, qui jusque-là semble être l'arme la plus efficace, surtout dans notre contexte, pour faire face, disons, au cancer. Vous avez parlé de l'environnement tout à l'heure, docteur. Est-ce que l'hydroquinone aussi peut provoquer les cancers des seins? Parce que nous, les femmes, on a l'habitude d'appliquer aussi de lotion sur nos seins. Tous les jours, on les fait le matin, on les fait le soir. Au fur et à mesure que nous mettons de lotion sur les seins, ça peut provoquer également les cancers des seins? Ben, le lien scientifiquement, je ne pense pas qu'il soit démontré scientifiquement que l'hydroquinone puisse provoquer le cancer du sein.
Mais l'hydroquinone peut être impliqué dans la survenue d'autres cancers, notamment des cancers cutanés et tout. Peut-être on peut avoir un cancer de la peau, mais de la peau qui constitue le sein. Il reste à savoir maintenant s'il peut se développer et entraîner, concourir à une maladie du sein. Mais le cancer, c'est pas certain. Mais généralement, les femmes se présentent tardivement à l'hôpital, elles viennent avec tous les symptômes déjà, et à la maison on nous dit que c'est les mauvais sorts, il y a déjà la plaie, les pasteurs nous font traîner à l'église pour prier. Alors vous, le docteur, quand vous recevez des malades pareils, qu'est-ce que vous faites? C'est vrai que c'est une grande lutte et ça reste encore un grand défi. Et cela eu égard aux différents niveaux socio-économiques, je dirais, de la population. C'est d'autant plus compliqué de parler cancer du sein lorsque vous êtes en milieu reculé que lorsque vous êtes en milieu urbain. Mais de manière générale, c'est toujours difficile parce qu'il y a déjà un déni de la personne qui en souffre, qui a du mal à accepter que la maladie existe. Et souvent quand on entend, on pense que c'est les autres. Donc finalement, quand on se rend compte qu'il s'agit de soi, il y a déjà rien que ça au départ crée aussi un temps de latence avant que la personne puisse venir nous voir. Et généralement les patientes qui nous arrivent, c'est dans des cas vraiment tardifs, en majorité, lorsque parfois il ne reste plus rien à faire et on constate. Alors quels sont les signes d'alerte? Oui, les signes d'alerte sont divers. Par exemple, tout peut partir d'une petite masse au niveau du sein, une boule, et c'est même l'intérêt lorsqu'on parlera du dépistage, c'est l'intérêt de l'autopalpation qui est fortement prôné pour déjà remarquer des situations anormales. Mais quand nous parlons déjà des seins, il y a déjà des boules. Oui, on peut sentir ces boules. Il y a une différence entre les boules cancer et les boules normales? Oui, oui. En fait, le fait est que lorsque vous voyez une boule qui est anormale, parce que ça suit un schéma, il y a un moment où il faut faire cette palpation et on s'attend à des caractéristiques données. Lorsque vous remarquez qu'il y a l'apparition d'une boule inhabituelle, vous pouvez, c'est un motif de consultation. Reste à dire que toute boule, toute masse au niveau du sein ne signifie pas cancer. Il y a encore d'autres pathologies. Dans les deux seins, il y a des boules. C'est comme je disais tout à l'heure, il y a des boules. Mais comment la femme peut connaître quand même ça, c'est déjà anormal et ça c'est... Parfois ça peut être accompagné de douleurs. Parfois vous pouvez remarquer juste un écoulement anormal au niveau des seins qui peut susciter l'intérêt. Certains c'est une plaie mais qui forme comme un cratère parce que parfois ça commence de manière insidieuse. Et vous allez juste vous rendre compte que vous avez une plaie au niveau des seins. Donc la pathologie mammaire est... toute anomalie constatée au niveau du sein est vraiment un motif suffisant de consultation gynécologique. Mais les tradipraticiens nous disent que c'est les mauvais sorts. Quand vous arrivez chez les tradipraticiens, on vous donne il faut mettre de poussière à tout moment. Est-ce que ça peut aussi cicatriser la plaie? Ça dépend. C'est une plaie quand même. Oui, en fait, tout part de la compréhension même du processus qui est à la base de la manifestation qu'on voit, qui est le cancer avec toutes les lésions, les masses, les plaies, mais ça ne vient pas comme ça ex nihilo, il y a un soubassement. Et le soubassement, c'est une multiplication anormale des cellules à ce niveau-là qui entraîne toute la pathologie constatée. Et tant qu'on n'a pas touché à la cause, c'est même ce qui explique le long séjour extra-hospitalier de certains de ces patients. Parce qu'on va tenter des histoires, à un moment ça peut donner l'impression d'avoir marché, mais après ça revient, où la maladie peut se taire un moment pour devenir plus fulminante après. Donc c'est ça. Alors la présence de la plaie justifie également que c'est les derniers stades? Pas forcément. Pas forcément. Ça peut se cicatriser avec les traitements? Se cicatriser d'emblée, je dirais pas forcément. C'est là l'intérêt de la consultation, parce que rien ne peut se décider d'emblée. Une consultation bien faite va avoir pour objectif d'abord de déterminer l'étendue de la lésion, les caractéristiques inhérentes à la lésion, qui vont permettre la décision aussi de la sanction chirurgicale éventuellement. Et là encore, c'est un autre problème parce que
ce n'est pas quelque chose de facile que d'accepter de perdre un ou tous les deux seins. Est-ce que c'est seulement les femmes qui en souffrent ou bien il y a aussi des cas des hommes? Oui, en fait, c'est une maladie qui est vraiment caractéristique de la femme, mais bien que ça reste encore assez silencieux, il y a pas mal de cas d'hommes quand même. On parle d'environ 1% de cancers du sein qui sont détectés chez l'homme. Mais le cas est quand même... Le nombre est faible par rapport à la femme. Oui, le nombre est faible, vraiment insignifiant. Moi, personnellement, de toute ma pratique médicale, j'en ai vu un seul. Et bon, c'est vrai que je n'ai pas longtemps de pratique médicale, mais c'est d'ailleurs plutôt exceptionnel. Il y a des gens qui ont fait des dizaines d'années sans jamais en rencontrer. Alors, je vais continuer avec vous. Vous êtes accompagné de Madame Aurore Pouela. Madame Aurore Pouela, responsable des ressources humaines dans la fondation Ouchaï. Qu'est-ce que signifie la fondation Ouchaï? En fait, Ouchaï en grec signifie sensibilité. Sensibilité. Ok. Alors, la fondation Ouchaï est une fondation qui a vu le jour il y a 2 ans de cela, avec pour mission d'aider la population à cette pandémie, cette maladie qu'on appelle cancer du sein. Donc beaucoup de personnes ne savent pas ce que c'est. Il y en a qui se disent que c'est un mauvais sort, comme vous l'avez dit, que c'est un bassou, comme on appelle la Kinshasa, parce qu'il y a eu des problèmes dans la famille, il y a eu des machins et tout. Donc ils se disent que voilà, c'est une maladie qui n'existe pas, on croit qu'à la sorcellerie. Alors qu'est-ce que vous faites concrètement? En fait, nous allons vers la population, vers les mamans. Nous allons dans les églises, dans les écoles et dans les universités. Et surtout dans les églises, elles sont nombreuses. Hein? Faire la sensibilisation, faire comprendre aux gens et à la population que le cancer existe bel et bien, qui peut attraper tout le monde, n'importe qui, à n'importe quel âge. Il n'y a pas un âge spécifique où on se dit qu'à tel âge on doit être atteint d'un cancer, à tel âge on ne peut pas être atteint d'un cancer. Le cancer, c'est partout. Et pour le mois d'octobre, nous nous sommes lancés dans la sensibilisation plus du cancer du sein. Vous n'accompagnez pas les malades? Oui, nous accompagnons les malades. Une fois que nous sensibilisons, nous faisons le dépistage. Une fois que les malades sont dépistés, nous les accompagnons. Et puis, nous les assistons aussi avec les petits moyens que nous avions pour l'instant. Et à un certain moment arrivera où nous allons les prendre même en charge. Oui, même les traitements seront assurés par la Fondation Ouchaï? La Fondation Ouchaï, les traitements et même l'hébergement. Parce que vous savez, comme le docteur a dit, l'hospitalisation est très longue. Vous savez, chez nous, quand vous êtes à la maison, papa, maman, tout le monde est en bonne santé, il y a la famille qui vient, et tout le monde est là. Mais une fois qu'un membre de la famille est hospitalisé, quand c'est papa qui est à l'hôpital, maman va là-bas et les enfants restent seuls à la maison. Là aussi, ça crée un problème social. Une fois que les parents, l'un des parents atteint, surtout quand c'est la maman qui est atteinte d'un cancer, qui va à l'hôpital avec des hospitalisations, les enfants restent seuls à la maison. Admettons que la dame ne reste pas à l'hôpital, elle n'est pas internée, elle est à la maison. Quel est l'apport de membres des familles? Nous, si la patiente n'est pas à l'hôpital, nous allons créer à la longue des centres d'hébergement. Au lieu que la patiente de l'hôpital va à la maison, pour éviter aussi le regard des proches, un regard un peu dédain, nous allons créer des centres où nous allons récupérer les malades. Maintenant, une fois que la patiente est à la maison, nous l'accompagnons, nous pouvons aussi assister la famille. S'il y a des enfants qui sont là scolarisés, à accompagner, à encadrer, nous allons le faire. Vous prenez en charge la scolarisation des enfants? Quelquefois, oui. S'il y a des enfants en âge scolaire. Bon, vous êtes femme, on dit que les hommes aussi peuvent éviter cette maladie en palpant également le sein de leur femme. Est-ce que, je ne sais pas comment le faire? Il y a les hommes qui vous regardent. Oui, l'autopalpation, en fait, c'est un geste qui sauve au quotidien. C'est un geste que beaucoup de personnes peuvent le faire mais ignorent. Alors, je laisserai la première au docteur de nous montrer comment il faut se palper les seins tous les matins et voire tous les soirs avant le coucher. Docteur, merci. En fait, l'autopalpation, comme on l'a dit, donc ça se fait par la personne elle-même. Voilà, l'apport du mari, ça reste autre chose. Je ne sais pas, ça dépend. On le dit aussi. Hein. Le couple peut s'organiser. Faudrait-il en fait qu'il le fasse aussi dans un but de chercher la masse qu'il va palper. Ok, donc l'autopalpation,
C'est recommandé à la femme presque une fois par mois, chaque fois après les règles, de procéder à cette autopalpation-là. Comment elle le fait? Elle le fait face à un miroir. Elle regarde dans le miroir. La première chose, c'est de soulever les mains, de surélever les mains par-dessus la tête en fléchissant les coudes, comme quelqu'un qui serait fatigué ou qui s'apitoierait à son sort. Et avoir, parce que quand on soulève les mains, il y a l'ascension des glandes mammaires, des seins. Alors cette ascension-là doit se faire de manière symétrique. Parce que, disons-le, le sein, c'est un organe symétrique. Les deux seins sont généralement à la même taille, au même niveau. Alors, tous les deux seins doivent remonter ensemble. Et lorsqu'elle abaisse les bras, les deux seins doivent aussi descendre ensemble. Elle se regarde de face, elle constate ça, et elle se regarde aussi de profil pour constater sa densité mammaire et tout. Et après ça, elle va procéder maintenant à l'inspection de sa peau. Est-ce que y a-t-il la peau, on appelle peau d'orange, donc est-ce que la peau s'est endurcie, un peu comme infiltrée, donc un peu gonflée. Vous voyez quand on est gonflé, soit parce qu'on a reçu un coup de fouet, tel que l'aspect que ça donne là, c'est ça, l'aspect de peau d'orange. Donc la peau est un peu gonflée, avec les pores un peu plus agrandis. Elle va chercher à voir, est-ce qu'il n'y a pas la rétraction du mamelon? Est-ce que son mamelon reste dressé comme toujours ou est-ce qu'il rentre un peu avec une impression de durcissement? Et après ça, elle procède maintenant à la palpation. La palpation se fait sein après sein et avec le plat de ses doigts de la main opposée au sein, elle va écraser le sein et c'est sans les 4 doigts de la main, elle va utiliser la face palmaire, enfin la face de doigt par laquelle on touche, et elle va écraser cadran par cadran. Elle part du dessus, elle va en petits mouvements concentriques. Donc elle peut aller du centre vers l'extérieur ou alors procéder par cadran. Donc elle fait comme si elle divisait son sein par 4 et dans chaque quart, elle tourne et elle palpe s'il n'y a pas une masse donc, dès qu'il y a une masse anormale, il faut aller vite à l'hôpital. Oui, dès qu'elle constate une masse anormale ou alors un aspect de peau d'orange sur son sein ou une rétraction du mamelon. Et à la fin de l'examen, elle va essayer d'exprimer le mamelon pour voir s'il n'y a pas un liquide qui sort d'abord naturellement, si ça coule, ou si après la pression, ça vient. Mais généralement, le docteur, pourquoi les femmes ont peur du dépistage, de se faire dépister? Bon, c'est pas que les femmes, c'est l'homme en général. Et personne n'aime se savoir malade, ça c'est un fait. C'est d'ailleurs là le sens de la sensibilisation. C'est parmi les moyens préventifs. Exactement, exactement. Dire aux gens qu'on doit savoir, on doit connaître son état de santé. Et si on est malade, vite se faire soigner sauve. Parce que dans les cancers, c'est ça. Plus tôt on va à l'hôpital, mieux on a de chances, si pas de guérison, tel que ça se fait déjà ailleurs, mais des chances de survie. Une survie plus longue que lorsque on va tenter de faire des choses dans des stades tardifs. Alors, à quel stade vous amputez les seins? Bon, là, c'est un peu... Oui, en fait, oui, c'est ça, la mastectomie, telle qu'on l'appelle, donc l'ablation du sein, on coupe le sein, pratiquement pour faire simple. Alors, ça dépend des stades du cancer. Lorsqu'il est à des stades assez avancés, où on ne peut pas faire un traitement local de la masse, on enlève carrément toute la glande. Et ce n'est pas le seul traitement parce que après cette mastectomie là, on n'est pas toujours sûr d'avoir enlevé jusqu'en zone saine, donc dans les zones où il n'y avait pas eu la masse. Et après la mastectomie, généralement on instaure une chimiothérapie. Dans les pays où les choses sont encore plus développées, on peut après ça faire une radiothérapie. Et il y a aussi ce qu'on appelle l'immunothérapie, donc un traitement ciblé d'après les caractéristiques de chaque cancer qui sont données par l'examen d'Anapat. Parce que ça c'est une des choses qui sont aussi constatées en clinique, c'est que lorsque la mastectomie est faite par un médecin qui n'est pas assez avisé ou qui n'est carrément pas un gynécologue,
nous constatons par certains cas qui nous viennent comme ça, on a eu à faire une mastectomie par le passé, mais on prend toute la masse qu'on enlève, on jette à la poubelle. Et là, on n'a pas aidé la femme, parce qu'on n'a pas avancé. Peut-être qu'on avait bien pensé de l'enlever, et on l'a fait assez tôt, mais il fallait maintenant envoyer toute la masse en anapathe pour qu'on nous dise, on se trouve devant quel type de cancer de sein. Et après l'examen qu'on appelle immunohistochimie, ça donne des caractéristiques plus poussées qui permettent de mieux maîtriser la tumeur, le cancer en face du cœur. Alors, Madame Oropola, je reviens à vous. Je rappelle que vous êtes responsable de ressources humaines de la Fondation Uchai. Uchai qui veut dire sensibiliser, c'est ce que vous avez dit. Alors, Madame, vous avez dit que vous sensibilisez dans les églises. Qu'est-ce que vous faites? Quand vous venez à l'église, il faut d'abord parler avec le pasteur. Là c'est déjà bon. Mais est-ce que les femmes ont aussi le temps de vous écouter? Les églises dans lesquelles nous sommes allés sensibiliser. Parce qu'ils viennent à l'église pour la prédication, comme vous venez comme ça. Nous avons demandé à l'église, permettez-moi que je cite le nom de l'église, ce n'est pas une publicité. Nous sommes allés à l'église Parole du Salut. À Ngalema, l'extension de Langborn, à Ngalema. En tout cas, les femmes étaient très attentives. Elles nous ont suivis. Elles nous ont bien écoutés. Certes, il y en avait qui avaient leurs occupations de l'autre côté, mais elles étaient obligées de venir dans la grande salle là où nous étions. Nous les avions sensibilisées. Et nombreuses ont adhéré à la fondation et beaucoup se sont adonnés sur place. Nous avions montré certaines images où nous avions des femmes. Nous avions une femme qui était internée à la clinique Ngalema. Malheureusement, nous l'avions perdue, paix à son âme. Alors, elles étaient très sensibles de voir les étapes que cette maman-là a passées. Du premier bouton, de la plaie jusqu'à la perte des cheveux et sous oxygène en permanence. Je crois que c'était 2 semaines avant qu'elle nous quitte. Alors les femmes étaient vraiment avisées. Elles nous ont demandé de continuer à faire des sensibilisations, d'aller. Il y en a même, il y a une que nous avions trouvée là qui revenait de Goma. Alors elle a demandé que nous partions jusque là-bas, sensibiliser aussi les femmes de son église. Bon, elle a dit que c'était à son compte, puisque il faut mieux dépenser pour sauver les autres que de garder ses propres avoirs et laisser les autres mourir comme ça. Mais la fondation travaille toujours avec des médecins spécialistes? Oui, nous avions des médecins, nous avions des bénévoles aussi, et nous avions aussi des partenaires. En fait, le but de la fondation, c'est d'avoir beaucoup de gens pour aider à la sensibilisation et à la vulgarisation du message. Et puis, faire des rencontres avec nos autorités pour qu'on puisse intégrer cela dans le docteur. Comment vous appelez ça, s'il vous plaît? Il y a un code comme ça, le code de santé, dans le code de maladie, je crois le code 413. Alors, madame, ce n'est pas facile en tout cas de prendre en charge une femme ou des personnes qui souffrent des cancers du sein. Alors, qui est derrière vous? Est-ce que vous avez de soutien quand même de notre gouvernement? Non, du gouvernement jusque-là, non. Nous, ce sont nos propres moyens. Nous avions nos partenaires. Oui, nous avions des partenaires à l'étranger qui nous viennent en aide. Et puis, certaines personnes de bonne volonté qui aussi ont adhéré à la fondation et qui nous aident avec le peu de moyens que nous avions. Nous pouvons quand bien même faire face aux besoins de certains patients. Alors, vous êtes responsable de ressources humaines, qui est la coordonnatrice de la fondation. On peut connaître son nom? Bon, pour l'instant... C'est pas un secret. Allez-y, madame. Non, mais pour l'instant, je préfère taire le nom. D'accord. Oui. Ok, on respecte alors. Alors, docteur, je reviens à vous, docteur Jésus à la Loto. Et je crois que je n'ai pas massacré votre nom, hein, docteur. Oui. Alors, nous sommes arrivés vraiment presque à la fin de cette émission. Il y a Freddy qui m'a fait signe. Il faut arrêter avec l'émission. Alors, docteur, il y a des femmes qui vous regardent à la maison. Il y a des femmes qui souffrent déjà de cette maladie, mais elles ont peur d'aller à l'hôpital. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Bon, le grand message, c'est de dire c'est un message d'espoir. On dit Octobre Rose, c'est le mois dédié à la lutte contre le cancer du sein. Mais cette lutte passe par la sensibilisation sur les causes, sur les dépistages, la prévention et le traitement. Et on ajoute un dernier point, c'est la guérison. C'est vrai qu'ici,
Oui, et surtout quand nous avons les résultats, on te dit que tu souffres de cette maladie. Bon, là on est désespéré, hein, docteur. On voit déjà la mort. Tout à fait. Oui, plus tôt on détecte le cancer du sein, mieux on a des chances de guérison. Mais on ne va pas se leurrer, ça se raconte sous d'autres cieux, pas encore chez nous. Mais du moins ce qu'on peut faire chez nous, c'est que lorsque vous êtes malade du cancer du sein, vous n'êtes pas condamné. Condamné à quoi? Condamné à mourir à l'instant, condamné à une vie moindre, une vie amoindrie. Pas du tout, parce que c'est même ça le but de nous médecins qui nous occupons de ce genre de cas, c'est de lutter pour augmenter les deux paramètres qui nous tiennent à cœur, qui tiennent notamment les médecins oncologues, à savoir la quantité de vie et la qualité de vie. La quantité de vie, c'est l'espérance de vie qu'on ajoute à la patiente quand elle est bien traitée, prise en charge à temps, et elle peut espérer vivre encore quelques années de plus, si pas quelques temps encore. Et la qualité de vie, c'est tout ce qui entoure. Vous voyez le travail de la fondation et les soins palliatifs, même pour les cas qu'on dirait désespérés, parce que ce soutien psychologique-là est très important. Et l'avantage, c'est que ça prend de plus en plus corps dans notre pays. À travers la plupart des hôpitaux, il y a des équipes maintenant de soins palliatifs qui sont organisées et qui intègrent même les confessions religieuses. Et il y a l'aide aux patients, tel qu'il y a des endroits où on intègre les musicothérapeutes, il y a des psychologues qui sont là, des psychiatres. Ça, c'est important parce que ce soutien-là, on en a besoin. Et à toute personne qui est en train de nous suivre, nous disons, le cancer est une maladie réelle et elle ne cesse de tuer. Elle tue. Et on n'est pas désarmé face à ça. On a des armes, mais ces armes-là, on ne peut réussir de lutter avec eux lorsqu'on est ensemble. Et chacun doit être conscient de cela et porter le message le plus loin et le plus profond dans nos familles et dans notre environnement direct. Merci docteur. Je termine avec Madame Aurore Pouela. Madame Aurore, il y a des femmes qui sont malades à la maison, mais ils ont peur également d'aller à l'hôpital, malgré tous les symptômes qu'ils présentent. Bon, mais à ces femmes-là, je leur dirais qu'elles aient le courage seulement d'aller dans un hôpital spécialisé. Comme a dit le docteur, il ne faut pas aller dans un hôpital où le médecin voit juste qu'il y a une masse et puis il opère et à la fin terminé, vous restez comme ça. Quelquefois, la masse peut être... c'est un début juste et au fond, il y a une métastase. La métastase va continuer à ranger les cellules du sein et aller de l'autre côté. À ce moment-là, ça va poser des problèmes qui vont nécessairement l'emporter. Alors, quand vous êtes malade, ne restez pas à la maison. Lorsque vous avez une masse, comme les signes que le docteur venait de donner, allez à l'hôpital. Ne vous gênez pas. Même pas à l'église pour prier. Non, ne perdez pas. Vous associez les traitements avec... la prière quand même. Nous avions aussi des accompagnateurs spirituels dans ce sens. Ah ok, dans votre fondation. Ok. Des pasteurs, nous avions des gens qui accompagnent les malades parce qu'on ne peut pas se dire qu'il faut juste aller à l'hôpital et parler Dieu. Non, il y a le docteur est bien placé pour vous dire qu'il y a des malades où vous pouvez donner tous les traitements. Ça ne marche pas. Dès que vous arrêtez, et le malade peut revenir. À ce moment, on dirait que c'est la main de Dieu qui agit. Donc nous n'écartons pas cette hypothèse d'aller à l'église. Mais venez d'abord à l'hôpital, faites-vous dépister, tout en étant dans la prière. Ensemble, nous allons vaincre le cancer. Alors l'adresse de la fondation? Pour l'instant, nous sommes sur Djolou A2. Djolou A2. Djolou A2 Matombi. Sur l'avenue Passavou. On peut aussi ajouter le nombre de personnes. Il y a des médecins qui peuvent aussi venir. Nous sommes ouverts à tout le monde. Tous ceux qui veulent intégrer, il y a le numéro de téléphone qui passera. Nous avons vous donner rapidement. Le 89 36 821. C'est mon numéro. Et tous ceux qui veulent intégrer n'ont qu'à appeler. Ils viendront, ils vont remplir. Le 89 32 36 821. Pour tous ceux qui veulent intégrer la fondation, la porte leur est bien ouverte. Merci beaucoup, madame. Je rappelle que vous êtes la responsable des ressources humaines de la fondation
Uchai, qui veut dire sensibiliser. Vous prenez en charge les personnes vivant avec les cancers du sein. Donc, vous avez parlé en long et large. Merci en tout cas. Et le docteur Jésual Lotoy, vous êtes médecin également. Vous avez parlé aussi de cette même maladie. Merci en tout cas d'accepter notre invitation. Merci également à vous, fidèles téléspectateurs de cette émission Santé et Population. Merci à Peter, merci à Freddy Kipimo pour avoir assuré la réussite de cette émission. Merci en tout cas à vous. On se revoit très prochainement et surtout respecter les gestes barrières pour lutter contre cette maladie coronavirus.